Maître Cabello, j'aimerais bien que vous me donniez l'origine étymologique du mot télévision. Rien de plus simple. Vous avez le premier élément télé, emprunté au grec, qui signifie à distance, que vous avez dans télécommande, dans téléscripteur et j'en passe. Quant à vision, inutile de dire que c'est le verbe voir. La télévision vous permet de voir à distance. On s'en douterait un peu. Pour les 50 ans de la télévision à la Grande Halle de la Villette, Canal+, épaulé par la SFP et les autres chaînes, ont mis les petits écrans dans les grands. Près de 5 heures d'émission en direct sur le plus grand plateau d'Europe, 7000 m², un plateau qui représente 10 fois celui du Grand Échiquier. Pratiquement toutes les stars du passé et du présent de la télévision, journalistes, présidents, speakerines, animateurs, réalisateurs, producteurs et techniciens, se sont retrouvés pour une grande fête, une fête fortement marquée par la nostalgie. Alors, il y a une partie des élèves éparpillés, là, c'est formidable. C'est formidable, mais il n'y a rien de changé, c'est toujours aussi pagailleux, c'est toujours aussi en retard et c'est toujours le même métier, c'est toujours pareil, c'est merveilleux. Bien, Albert Esner, je crois que vous ne connaissez pas Marc Toesca, vous ne connaissez pas? Je regarde des fois Canal+, quand même. Bonjour Marc, félicitations, c'est très bien. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération d'animateurs de variété? Écoutez, moi je suis très fier d'une telle descendance. Vous savez, à l'époque, quand on disait rock à la télévision, c'était une musique de sauvage et il a fallu... Vous savez, l'émission Achetant les têtes de bois a commencé comme une émission pirate, sans argent, sans place à l'antenne, sans studio. Mais on s'est faufilé. Et puis alors la chance que j'ai eue, c'est que les enfants des directeurs de la télévision, eux, regardaient et aimaient l'émission. Et ils ont dû leur parler, enfin en parler à leurs parents. Et c'est comme ça que ça a pris une place fixe à l'antenne. Les années 60, pour ceux qui les ont connus, toi t'es trop jeune, non? Ouais. C'est quelque chose d'ineffable, indicible. Il y avait une telle unanimité parmi les jeunes du monde entier, un tel enthousiasme, une telle gaieté, une telle joie de vivre, que j'ai tout simplement essayé de prendre le canal plus de la télévision pour en faire une émission qui reflète tout ça et qui même alors a réussi non seulement à lutter contre une espèce de ségrégation des milieux socio-professionnels, mais même à déborder au-delà des frontières, puisque nous avons eu par la suite 7 ou 8 pays d'Europe, y compris la Pologne et la Tchécoslovaquie, et qu'il y avait, je peux dire, une espèce de fraternité globale des jeunes du monde entier. Et ça, c'était magnifique. Alors Marc, est-ce que tu te sens un peu un enfant d'Albert Esner? Un petit peu comme tous ceux qui font de la télé et qui présentent de la musique à la télévision, mais moi j'ai un souvenir de Achetant des têtes de bois, ça passait le mercredi soir, non Oui, le mercredi soir. C'était le seul soir, je pouvais regarder la télé, il n'y avait pas d'école le lendemain, et j'étais fou de Zorro est arrivé dans Les Salvador, et je me souviendrai toujours d'une émission où Albert Esner disait dans quelques instants Les Salvador, il n'est jamais venu, je crois. Mais oui, on nous a coupé l'antenne, on m'a donné l'antenne avec du retard, et là c'est atroce, parce que faire 60 minutes en direct, vous savez ce que c'est, tout était cadré, j'avais même pas de générique, tellement je voulais donner le maximum de choses au public qui nous attendait. Et alors, Macias, François Hardy, Claude François, Johnny Hallyday, tout le monde était costumé en Zorro, et la cible de l'époque c'était Zorro est arrivé. Alors on attendait Zorro, et c'était Salvador avec ce talent multiforme. Et quand est arrivée la séquence Zorro, pouf, on nous a coupé l'antenne. Merci. Je me souviens de tes premières télés, tu avais craqué ton pantalon. Ouais. Ça aurait pu tomber sur Michel Denisot, c'est tombé sur Michel Drucker. C'était drôle. Ça, je crois que c'est ce qui a marqué le plus la France et les Français, comme on dit. C'était vraiment... J'avais fait un grand geste avec une jambe, évidemment, comme d'habitude, et ça avait craqué comme ça. Tout le monde était mort de rire, mais dans la sympathie, c'était très drôle. Tu t'en as aperçu aussitôt? Ouais, je l'ai senti. C'était l'horreur. La magie du direct à la télévision, c'est qu'il ne trompe pas. Personne, vraiment personne, n'est à l'abri de ce genre d'histoire qui donne des sueurs froides. Je vais revenir à Télé Dimanche. Les téléspectateurs se souviennent peut-être qu'il y avait donc des variétés, puis un sport. Et avec nos collègues, pendant le sport, évidemment, on posait le casque, comme ça, puis on allait boire un coup au bar noir qui était à la maison de la radio. Et il y a eu, je ne sais pas quelle cagagne au niveau du sport. Ils ont eu l'antenne 20 minutes plus tôt. On a cherché tous les caméramans partout.
Mais on nous a vite retrouvés, je veux dire, on était quand même à 10 mètres de là. On est arrivé sur le plateau, tout était reparti. Le train s'était à nouveau remis en route et on a vite sauté aux caméras. Je veux dire, j'espère que les téléspectateurs s'en sont pas aperçus. Mais il y a eu quand même des grands moments de flottement, je pense que Marcillac doit s'en souvenir. Mais la vidéo, le direct, c'est quand même quelque chose de tout à fait irremplaçable, certain. C'est en juin 1949 que pour la première fois, quelques Français découvrent sur leur petit écran le premier journal télévisé. Une aventure de bricoleur de génie, véritable pionnier de la télévision. Je me souviens d'un jour où nous faisions le journal télévisé et, comme je vous le disais, nous faisions le commentaire en direct le soir dans une petite cabine qui se trouvait au-dessus de l'unique studio de la rue Cognac-Jay. Et dans ce studio, on répétait une émission dramatique. Il y avait dans cette émission une pendule superbe, une pendule du Premier Empire. Et pour qu'elle ne soit pas abîmée sur le plateau, on l'avait montée dans notre cabine. Elle était sous la table. Et pendant que Maurice Sévenot, je m'en souviens, pendant que Maurice Sévenot faisait un commentaire très sérieux en disant « Oui, plusieurs personnalités politiques se sont rencontrées à propos de ce sujet grave et important. » Et la pendule s'est mise à sonner. Et comme par hasard, elle était sur minuit. Et pendant le commentaire où Sévenot essayait de garder son sérieux, il y avait les 12 coups de minuit. Et nous, on était cachés sous la table, hurlant de rire et s'efforçant que nos rires ne couvrent pas sa voix. C'est récent à la télévision et ça marche de plus en plus. Oui, nous sommes les petites délégués de la télévision. Le sport et la télévision, c'est comme une grande histoire d'amour. Le plus beau mariage est sans doute celui de Roger Coudert avec ses petits gars. Roger Coudert, enfin, en ce qui me concerne, c'est plus qu'un commentateur de rugby. Pour moi, c'était un ami merveilleux, un homme délicieux qui avait le mot toujours pour plaisanter et qui n'arrêtait pas d'ailleurs de le faire. Et c'était vraiment l'ami de tous les joueurs de rugby et de tous les sportifs. Et vraiment un homme merveilleux. On joue différemment quand on sait qu'il y a des caméras de télévision. Est-ce qu'on a une autre approche du sport, du jeu? Moi, on joue peut-être pas différemment, mais l'approche du match est peut-être différente parce que bon, il est certain que quand on joue une Coupe du Monde, qu'on sait qu'il y a des millions de gens qui vous regardent, bon, je crois qu'on y pense avant le match, c'est sûr. Mais bon, pendant le match, non. Mais avant le match, oui. Cette photo de début, vous pourrez la refaire à la fin, avec le gâteau en plus et toutes les vedettes, tous les... Grâce à la télévision, bon nombre de comédiens se sont vus offrir de superbes rôles. Même si certains ont eu du mal à se défaire d'une popularité parfois écrasante, la plupart adorent le petit écran. On ne crache pas dans la soupe, il n'y a aucune raison. Ça fait maintenant 21 ans que je fais de la télévision et si vous voulez, je me suis fait une espèce de spécialisation dans les feuilletons, les séries dites populaires et je le regrette en aucun cas. Simplement, c'est vrai que quelque part, ça ne me facilite pas la tâche au niveau du cinéma parce que la télévision et le cinéma font pas très bon ménage, quoique maintenant, j'ai l'impression que le paysage a l'air de changer. Parmi les jeux télévisés, Interville est sans doute le plus populaire. Tout cela grâce à un trio exceptionnel, Léon Zitrone, Guy Lux et bien sûr Simone Garnier. Des mauvais moments, on en a tous connu beaucoup avec Guy Lux, avec Léon, avec Claude Savary. On a connu beaucoup de mauvais moments qui, avec le recul, bien sûr, sont devenus d'excellents moments. Ben mon Dieu, certaines vachettes qui, quelquefois, ont été un peu vagabondes, vous voyez, qui se promenaient dans les arènes, qui se trouvaient dans le public, qui se trouvaient derrière Léon Zitrone, qui un jour se trouvait d'ailleurs une certaine vachette, je me souviens, qui avait franchi des arènes. Mais vous savez, la clôture n'était pas des talanquères en bois, mais en grillage. Et la vachette a passé de l'autre côté et est restée pendue par les sabots de derrière, c'est-à-dire complètement accrochée sur l'extérieur. Et moi j'étais avec, alors à ce moment-là j'avais des talons aiguilles, petite jupe très étroite, coiffure très laquée, vous savez ça se faisait beaucoup à ce moment-là. Et j'étais pétrifiée, paralysée. Il y a un assistant qui s'est mis à courir vraiment en toute panique et qui passe à côté de moi et qui me chuchote à l'oreille « Simone, il ne faut pas rester là ». J'étais tellement bloquée. Heureusement que la vache aussi a été bloquée. Les professionnels de la télévision n'en sont pas à un exploit près. À force de travail et de patience, le cinquantenaire du petit écran a été mené de main de maître. Sous la direction de Jean-Pierre Spiro, une centaine de techniciens, sans compter des dizaines de décorateurs et autres maquilleurs, une dizaine de caméras, 5 grues, des centaines de micros, un pari fou totalement réussi.
Michel Drucker à la télévision a 50 ans, mais vous et Jean-Pierre Spiro, vous avez pris 10 de plus ce soir. C'était dur. Surtout Spiro, parce que je sais bien que c'est de la cuisine technique intérieure, mais il faut rappeler aux téléspectateurs ce que c'est pour un réalisateur et sa script et ses techniciens de faire 4h45 de direct. Mais c'est bien, et le direct est formidable. Et c'est quand même étonnant et bien que ce soit Canal+, qui est surtout un diffuseur, qui réalisait cette performance, cet exploit. Moi, je vais dire un coup de chapeau aux techniciens français qui sont parmi les meilleurs du monde. Et puis, voilà, on était tous aussi très contents, très émouvants. Il y a beaucoup de choses que les téléspectateurs n'ont pas vues en coulisses, c'est-à-dire les retrouvailles de gens qui ne sont pas vus depuis des années. Et ce qui est assez pathétique aussi, c'est que certains ne se reverront plus jamais. Et puis pour tous les inconditionnels du petit écran, sachez que la Cité des Sciences de la Villette organise jusqu'au mois de mars une exposition consacrée bien sûr aux 50 ans de télévision.